I don't know of any program in Uganda. Of course not. يصلون الليل بالنهار استعدادا. ¿Cuál sería su reacción? В 21 веке гражданка Райс вспомнит. 这两天，原本居住在祁连县偏远部区的穆林 बॉलीवुड 达 स्टार 姆家 के कपड़ों की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं। Todos juntos. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez tous les jours sur France Culture entre 11h et 11h50. Vous y retrouverez bien sûr notre ami, camarade Alexis Patovstev, ça sera tout à l'heure vers le mi-temps de l'émission pour sa chronique Frontières. On poursuit cette série sur ces pays où les contestations, suite notamment aux révolutions arabes, n'ont pas abouti justement à des révolutions. Ces révolutions qui ne prennent pas, c'est le titre de notre série cette semaine. Hier lundi, nous parlions du Maroc, de l'Algérie, Khadija Mozen-Finan, Nadia Bernoussi, Nadia Aïzaï, étaient nos invités. Demain, nous parlerons de l'Asie du Sud-Est. Jeudi, nous parlerons de l'Asie centrale. Mais aujourd'hui, Afrique des dictateurs, la révolte est-elle possible ? In spite of all these problems, in spite of all these things I see around me. Malgré toutes ces choses, je regarde autour de moi, les gens qui sont dans cette situation trouvent le moyen de vivre. Ils ne baissent pas les bras, ils ne restent pas inactifs. La majorité d'entre eux n'attendent même pas le gouvernement. Chacun a trouvé comment pallier les insuffisances. Ce qu'ils attendent du gouvernement et qui ne vient pas, ils trouvent un moyen pour l'obtenir eux-mêmes. Les populations affamées, les fonds du pays dilapidés, les droits de l'homme ignorés. Il faut que les satrapes subsahariennes commencent à trembler parce que ce qui se passe dans le monde arabe peut aussi avoir une onde de choc dans l'Afrique subsaharienne. L'esclavage, ils ont créé la colonisation. Lorsqu'on a trouvé la solution, ils ont créé la coopération. Nous sommes venus dire à Paul Biya, fais attention, regarde autour de toi. Regarde ce qui se passe en Égypte, en Libye, en Tunisie. Le peuple camerounais, c'est un peuple qui agit lentement, mais qui agit fort. Et ce soir, nous sommes là pour dire à Paul Biya, nous allons frapper fort bientôt. Et en effet, après les révolutions tunisiennes, égyptiennes, libyennes, on pensait que ce printemps arabe franchirait peut-être le désert, qu'il ferait peut-être tomber les plus anciens dictateurs africains. Paul Biya, président du Cameroun depuis presque 30 ans, il en est à son 6e mandat. Yoweri Museveni, qui a été réélu le 18 février 2011, c'était juste une semaine après la chute de Moubarak. Il est à la tête de l'Ouganda, lui, depuis 1986. Robert Mugabe, bien sûr, au Zimbabwe, Premier ministre en 1980 et puis régulièrement élu président depuis. Joseph Kabila, qui a pris la succession de son père, Laurent Désiré Kabila, en 2001, devenant le chef de la République démocratique du Congo. Tous ont pourtant résisté au vent de liberté qui a touché l'Afrique du Nord. On parle de cette Afrique subsaharienne qui ne parvient pas à se défaire de ces régimes aux longévités records. Alors pourquoi les révolutions arabes ne sont pas étendues au-delà des frontières du désert? Comment expliquer que l'Afrique subsaharienne n'ait pas vu tomber ces dictateurs, alors même que la corruption, les inégalités, ils sont pourtant très fortes. Quel est l'état aujourd'hui des contestations sociales? Est-ce qu'on peut imaginer dans les mois à venir peut-être des révolutions éventuellement? Toutes ces questions, on en parle ce matin avec nos invités. Cédric Kalonji notamment avec nous ici. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous travaillez notamment pour SLED Afrique, mais également pour RFI. J'indique que vous êtes d'origine, vous, congolaise, que vous avez vécu longtemps là-bas, mais que vous allez très régulièrement en Afrique, dans beaucoup de pays. Vous avez, je crois, une société qui propose des services de développement de sites internet, je crois. Notamment, vous allez du coup dans ces pays d'Afrique pour développer ces sites là-bas. Hein. Exactement. Et puis on retrouvera tout à l'heure Daniel Compagnon, qui est professeur en sciences politiques à Bordeaux, qui lui a vécu au Zimbabwe, qui retourne très régulièrement là-bas. Et on ira également tout à l'heure, ça sera en direct du côté du Cameroun avec Jean-Bruno Tagne, qui est journaliste pour le journal quotidien Le Jour. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, Cédric Kalonji, c'est une question
extrêmement général. On va évidemment monter en pression et monter évidemment en particularité, mais en très gros, pourquoi pour vous, Cédric Kalonji, ces révolutions arabes n'ont pas traversé le désert? Qu'est-ce que vous voyez comme grande raison? Je pense que déjà qu'il y a le désert. Ouais, donc ça n'a pas vraiment traversé. Et puis il y a aussi un problème culturel. Il y a une vraie différence entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, parce que le Maghreb, déjà, je parle en termes de langue, en règle générale, c'est l'arabe. Donc tout le monde parle, et lorsque on se révolte dans une ville, dans l'autre, ça prend parce que les gens ont les mêmes problèmes. Il y a une histoire de taille aussi. Un pays comme la Tunisie, c'est pas l'Algérie, donc on voit très bien que la Tunisie, ça a pris, c'est allé très vite, le dictateur est parti, alors qu'en Algérie, ce serait beaucoup plus complexe parce que le pays est plus grand. Et dans le contexte... Oui, l'Égypte est très grand, peut-être pas aussi grand en superficie que l'Algérie. Exactement, mais l'armée y était pour beaucoup. Donc si on avait attendu juste que le peuple monte et mette dehors le dictateur, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Moubarak a été mis dehors par l'armée quand même. Et donc en Afrique subsaharienne, pour le cas du Congo que je connais très bien, on a plus de 400 ethnies et plus de 200 dialectes. Donc déjà en termes de communication entre dans la population, c'est très très compliqué. Aujourd'hui, dans une ville comme Kinshasa, lorsqu'il y a des problèmes et lorsque les gens descendent dans la rue, ce n'est pas forcément qu'à Bukavu, les gens vont sortir aussi. Bukavu se trouve à 2000 km, on parle Swahili alors qu'à Kinshasa, on parle Lingala, et les problèmes de Bukavu ne sont pas les mêmes que le problème de Kinshasa. Et les autorités congolaises le savent. Et assez souvent, ils ont joué, Mobutu savait très bien jouer à ça, c'était la carte ethnique séparée, lorsqu'il sentait que la tension montait, il trouvait le moyen de séparer, de lancer une information qui fasse que deux ethnies se tapent dessus et détourne l'attention sur les vrais problèmes. Donc problème de communication d'abord, et puis aussi ce que vous me disiez, évidemment, une chose dont on a beaucoup parlé, c'est que l'accès à Internet il est beaucoup plus difficile, en tout cas beaucoup moins démocratisé qu'en Afrique du Nord. L'accès à l'information plus globalement, parce que je donnais un exemple assez souvent, c'est mon exemple personnel. La première fois que je suis sorti du Congo en avion, c'était pour aller en Ouganda, et je suis arrivé à l'aéroport d'Entebbe. Il y avait un grand bus qui m'attendait au pied de l'avion, tout allait bien, il y avait un agent qui a pris mon passeport, qui a tamponné, je suis sorti, et j'ai posé la question de savoir si c'était un jour férié. Pour la simple et bonne raison que l'aéroport de Kinshasa, c'est un marché. Il y a limite des gens qui font du footing sur la piste de l'aéroport. Et pour moi, en tant que Congolais ayant grandi là-dedans, la référence d'aéroport, pour moi, c'était Kinshasa. Et d'arriver dans un aéroport où ça marchait comme un aéroport européen, c'était assez bizarre pour moi. Donc, on ne peut pas comparer ces conditions de vie avec celles d'autres personnes qu'on se trouve dans la plupart des pays africains, parce qu'on n'a pas forcément accès à Internet, on n'a pas forcément accès à l'information. Et c'est un peu compliqué de demander ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas ce que c'est que la démocratie, on peut pas la réclamer. Quand on ne sait pas ce que c'est que manger à sa faim et ne pas corrompre pour avoir le moindre papier administratif, comment réclamer? Et justement, en Tunisie, l'éducation, le niveau d'éducation a grimpé, le taux de pénétration d'Internet a grimpé, les jeunes ont commencé à regarder ce qui se passait ailleurs en se disant pourquoi ça se fait là-bas et pas chez nous. Et puis il y a la proximité avec l'Europe. Les Tunisiens, ils voyagent, ils voient ce qui se passe ailleurs, ils ont Internet, ils voient ce qui se passe en Italie, en France et ailleurs, ils se disent pourquoi on n'a pas ça chez nous. Ça a accéléré un tout petit peu les choses. Et en Afrique subsaharienne, c'est un peu plus compliqué. Donc niveau d'instruction, taux de pénétration, taux d'Internet, accès plus globalement à l'information. Il y a peut-être une autre raison aussi qu'on a invoquée certaines fois, Cédric Kalonji, c'est cette question peut-être des raisons religieuses. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces raisons? Voilà, cette idée selon laquelle, au fond, le christianisme ne cultiverait pas le culte du martyr, que l'islam de l'Afrique noire serait plus tolérant que l'islam maghrébin. Et voilà, est-ce que selon vous, cette pratique religieuse a joué ou non dans cette non-contamination des populations subsahariennes? Peut-être en partie. Je le vois souvent dans la plupart des pays où le christianisme ou l'animisme s'est mélangé au christianisme pour faire ce qu'on appelle les églises de réveil. Il y a quand même une sorte de laxisme. On se dit que Dieu va faire des miracles. Tout est basé sur les miracles, en fait. On prie, tout va bien aller. Et on oublie de
réclamer ses droits finalement. Mais après, moi je pense que la charge elle est beaucoup plus historique, parce qu'aujourd'hui il y a quand même un conflit de générations. Moi je sais par exemple pour le cas de la RDC que je n'aurais jamais les avantages qu'a eu mon père par exemple d'aller à l'école gratuitement aux frais du pays, de revenir, de trouver un boulot. Je sais que je ne l'aurais pas. Et pour les gens de sa génération, il y a aucun intérêt à ce que ça bouge. Ils ont tous les avantages. C'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et il y a ma génération qui n'a rien trouvé. Nous on est arrivés, on a trouvé des pays qui ne fonctionnent pas, on a trouvé des dictateurs qui sont là. Moi je suis né sous Mobutu. Mobutu est mort, Mobutu est parti quand j'avais 16 ans. Donc de 0 à 16 ans, j'avais vu un seul président. Comment est-ce que je pouvais demander à ce qu'il parte alors que j'avais même pas de référence dans ma tête d'un président qui partait? En grandissant, en m'informant, en apprenant ce qui se passait ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des pays où on partait au bout de 4 ans et d'autres où on partait au bout de 5 ans. Je commence à comprendre. Et bon, j'étais quand même connecté. Je venais d'une famille où mes parents sont enseignants, donc un tout petit peu connecté, donc j'avais l'information. Et la plupart des jeunes de mon âge, ils n'ont même pas cette information-là. Ils sont nés dans ces systèmes-là. La corruption, c'est normal. Le fait que rien ne tourne finalement, ils n'ont rien vu d'autre. Comment voulez-vous qu'ils réclament ce qu'ils n'ont pas vu? Donc, je pense que la religion peut jouer un rôle là-dedans, mais je pense que c'est beaucoup plus culturel, c'est beaucoup plus une histoire de référence, quoi. Quand on n'a pas de référence, c'est compliqué. On a vu ces dernières années, dans un certain nombre de pays, où on a essayé d'encadrer un petit peu la fonction présidentielle. Alors, vous parliez de la RDC, justement, la République démocratique du Congo, que vous connaissez très bien. Il y a eu quand même des choses qui ont été faites. Il y a eu ce fameux 1+4, c'est-à-dire ce président plus 4 vice-présidents. Il y a même eu au Kenya, par exemple, formation d'un gouvernement national. Peut-être essayer de nous faire comprendre cette écologie. D'abord, comment sont nées ces initiatives? Est-ce qu'elles sont à mettre au compte des chefs d'État? Est-ce qu'elles sont le fruit d'une pression de la société civile? Et puis surtout, est-ce qu'elles constituent, selon vous, une réelle avancée démocratique? Même si évidemment tout ça est très critiquable et on va le voir et on va le faire, mais est-ce que c'est quand même un peu une avancée? Ce n'est pas vraiment des avancées selon moi, parce que souvent ce sont des négociations qui se font loin du peuple. Vous avez parlé tout à l'heure du 1+4, ça s'est fait en Afrique du Sud. Il y avait que des hommes politiques qui y étaient. La population congolaise ne savait rien de ce qui se passait à Saint-Titi, là où tout ça a été négocié. Bon, il y a quand même un problème aussi dans ces pays-là, c'est que il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'information. Je reviens souvent là-dessus. Et tout ce qui reste au peuple, c'est la rue. C'est de sortir dans la rue. Le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ces pays sont tellement massifs et il y a tellement des problèmes différents en termes d'ethnie que c'est pas facile que ça prenne. Mais en même temps, le gros souci, c'est que les hommes politiques prennent tout le monde en otage. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui qu'en Afrique, ils font même exprès de ne pas investir dans l'éducation, de sorte à abrutir un tout petit peu le peuple pour qu'il ne pose pas de questions. Lorsqu'on n'a pas vraiment étudié, je vois pas comment on commence à remettre en question un système. C'est du bourrage de cerveau. C'est pour ça que les églises au Congo, par exemple, pour les gens que je comprenne bien. En gros, quand en RDC, on décide de mettre en place ce fameux 1+4, ce président avec 4 vice-présidents, c'est quoi? On répond à la colère de la rue? On répond à quoi? Ah non, on répond au fait que les 4 vice-présidents, en fait, c'était des opposants armés qui se sont fait la guerre pendant très longtemps avec le pouvoir de Kinshasa. La communauté internationale est intervenue. Le peuple, ils l'ont pas entendu. Le peuple, il mourait, personne ne s'en occupait. La communauté internationale, qui avait marre en fait de toute cette guerre et de toutes les conséquences derrière, est arrivée en disant: vous mettez d'accord. Vous asseyez autour d'une table, vous vous mettez d'accord, vous partagez le pouvoir et vous arrêtez de vous taper dessus et vous essayez de reconstruire votre pays. Ça a été imposé. Ils se sont tous déplacés vers l'Afrique du Sud, ils se sont mis d'accord. Ok, moi je serai président, toi tu seras vice-président numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Le peuple n'a pas été consulté pour toutes ces négociations. Ils ont pris le pouvoir, il fallait organiser des élections après. Ces élections ont été organisées en 2006. Donc ce système-là est tombé à l'eau à ce moment-là parce qu'on avait un président élu, un gouvernement plus ou moins légitime.
c'est à partir de ce moment-là que le peuple s'est exprimé. Mais assez souvent, toutes ces négociations qui se font du style 1+4 ou alors gouvernement d'union nationale et compagnie, ce n'est pas le peuple qui le demande, ce sont des hommes politiques qui sont puissants, qui ont des soutiens à l'étranger, et souvent c'est des accords qui sont imposés, qui viennent de l'étranger en fait. Ce n'est pas de leur propre initiative que les hommes politiques se disent ok, on va se mettre autour d'une table, on va partager le pouvoir. C'est souvent avec l'intervention internationale que ça se fait. Aujourd'hui, on voit au Congo, c'est tendu en ce moment parce que les élections, les dernières, ont été organisées de manière catastrophique. Eh bien, l'opposition se tiraille avec le pouvoir, mais ils ne prennent pas l'initiative de se mettre autour d'une table et de discuter. La tension monte, elle monte, elle monte, et c'est au moment où la communauté internationale arrivera à faire des pressions au pouvoir en disant on ne donne plus d'argent si vous ne vous mettez pas d'accord, qu'ils se mettront ensemble avec l'opposition, ils partageront le pouvoir et le peuple ne sera pas forcément au centre de ces négociations-là. On parlait hier, Cédric Kalonji, du Maroc et de l'Algérie, et on rappelait avec Khadija Mozen-Finan que il y avait une chose qui était très importante s'agissant de l'Algérie, c'est qu'évidemment il y a encore ce traumatisme très fort de la guerre civile, et que peut-être, en tout cas, ça a participé au fond au fait que l'Algérie n'a pas connu de renversement de régime. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de la RDC, qui a connu elle aussi de guerre civile, 96-97 et puis 98-2003 voilà, est-ce que ça a joué dans cette révolution qui n'a pas pris? Ça a joué d'une certaine manière, parce que moi j'aime bien dire que notre révolution, elle a eu lieu en 97 quand on a mis Mobutu dehors. Oui. Le problème, c'est que le fait de mettre Mobutu dehors, pour nous tous qui étions jeunes, on se disait ça va être le changement, ça va être on va vivre mieux, alors que là il y a de plus en plus de Congolais qui se disent c'était mieux sous Mobutu. Il y a une certaine nostalgie de Mobutu qui commence à venir, où les gens se disent au moins il était là, c'était corrompu, il y avait des problèmes, mais il n'y avait pas la guerre, on était en paix. Et tous ces espoirs suscités par le renversement de Mobutu ont été déçus. Et je pense qu'aujourd'hui les Congolais réfléchissent deux fois avant de dire ok, on va sortir dans la rue pour chasser tel monsieur. Et puis il n'y en a pas vraiment d'alternative. Hein. Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, c'est une tendance générale, c'est un problème culturel, comme je dis. On peut imaginer que M. Kabila s'en aille aujourd'hui, mais qui va le remplacer et quelle garantie que la personne qui va arriver va vraiment répondre aux aspirations du peuple? Il n'y a aucune garantie de cela. Compte tenu de ce contexte très particulier, Cédric Kalonji, vous nous l'avez rappelé, des problèmes de langue, des problèmes d'accès à l'information, des problèmes de fragmentation ethnique, au fond, quelles pourraient être les conditions nécessaire à l'émergence d'une révolution? On se souvient évidemment des fameuses émeutes de la faim en 2008, qui avaient, alors là pour le coup, atteint l'Afrique subsaharienne, Burkina Faso, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie. Est-ce que c'est par là peut-être, au fond, que les révolutions pourraient revenir? Est-ce que c'est parce que ces peuples pourraient se retrouver autour de cette cause qu'il pourrait y avoir des renversements de régime? C'est possible, mais il y a un autre élément que j'observe depuis un moment et qui m'intéresse beaucoup, c'est justement cette fragmentation qui fait que, je donne l'exemple du Congo que je connais bien. Lorsqu'il y a un monsieur Kabila qui est au pouvoir à Kinshasa, il est originaire d'une province, le Katanga. Tous les autres Congolais considèrent que c'est un Katangais qui domine tout le monde. Il ne se retrouve pas forcément dans le pouvoir central, parce que il y a quand même une identité, une identification très forte de son ethnie. Et c'est le cas dans plusieurs pays. Ce qui fait que, par exemple, certains anciens peuples qui se retrouvent coupés entre deux trois pays, alors que les Bas-Congo, par exemple, ils sont coupés entre l'Angola, le Congo et un tout petit peu la Zambie. C'est un peuple, mais qui est coupé entre trois pays, et du coup sa voix ne peut pas vraiment monter parce qu'ils sont minoritaires un peu partout, et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec les autres pour réclamer les mêmes choses, et c'est souvent ça. Donc la faim peut être une raison pour mettre le feu aux poudres. Mais moi je pense qu'aujourd'hui en Afrique, non seulement le feu aux poudres, mais en plus voilà un dénominateur commun, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa langue, quel que soit son accès à l'information. Quand on a faim, et on peut tous se retrouver autour de cette problématique-là. Quand on a faim, on peut descendre dans la rue pour réclamer des choses, et pas seulement pour demander le changement de pouvoir, parce que le problème souvent c'est que le changement de pouvoir ne veut pas dire changement de conditions de vie. J'ai donné l'exemple du Congo, on a mis Mobutu dehors, aujourd'hui on vit
dans les pires conditions que sous Mobutu. Et les gens réfléchissent à deux fois. Ils se disent bon, ok, on va descendre dans la rue. Ok, on va demander à ce que celui-là parte. Qu'est-ce qui nous garantit que celui qui viendra après fera mieux? Et justement, dans ces pays-là, aujourd'hui, comme il y a plus d'État, comme il y a plus de structures fédératrices, tout le monde se débrouille dans son coin. C'est pour ça que la corruption atteint des proportions endémiques et tout ça, parce que les gens se débrouillent, ils essaient de faire sans l'État. Et le problème, la conséquence de ça, c'est